Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, préparez votre crème solaire, vos lunettes de soleil et votre boîte de mouchoirs parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui nous allons parler de ce qui est, selon moi, le meilleur arc de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. L'arc Mémoire du Pharaon. Un arc incroyable qui va venir renouer avec le tout début du manga, où le jeu de cartes est mis de côté pour se concentrer sur l'histoire de Yami Yugi. Un arc final où tous les mystères seront dévoilés. Tout sera plus clair. Et au final, on se rend compte que dans le manga Yu-Gi-Oh! Depuis le début, rien n'est laissé au hasard. Le manga Yu-Gi-Oh! Est un putain de chef-d'œuvre, les amis. Du début au milieu à la fin, tout est incroyable. Je pose la question, combien de shonen finissent d'une manière qui te laisse un petit peu pantois? Beaucoup, mais pas Yu-Gi-Oh! Les amis. Puisque à la fin, on aura notamment le droit à un duel entre Yugi et le pharaon. Et on va bien évidemment en parler plus en détail tout à l'heure, mais juste avant, un petit mot quand même là-dessus. Sachez juste que ce duel symbolise toute la métaphore et le message qu'il y a à travers l'œuvre Yu-Gi-Oh! De plus, chaque carte qui sera jouée à ce moment-là aura un sens. Une symbolique, une métaphore derrière chaque carte. Mais on verra ça plus tard les amis. L'arc Mémoire du Pharaon est donc un arc qui, une fois terminé, t'offrira un deuxième regard sur l'œuvre, un deuxième niveau de lecture. Ça veut dire en gros que quand t'as fini le manga, tu te le retapes du début et tu le vois plus du tout de la même manière, c'est fou, mais on verra ça plus en détail après. Enfin bref les amis, l'arc Mémoire du Pharaon, c'est quoi le propos? Après avoir vaincu Marek en finale du tournoi de Batailleville, Yugi est sacré champion et a maintenant en sa possession les 3 cartes de dieux égyptiens. De plus, il a appris par l'intermédiaire de Marek Ishtar qu'il lui faut présenter ces 3 cartes devant la stèle en pierre du musée de Domino, pour en savoir un petit peu plus sur son passé en gros. Une fois rentré chez lui, Yugi, un soir, se fera dérober ces 3 cartes de dieux égyptiens. Néanmoins, alors que Yugi était parti à la poursuite du voleur, celui-ci sera stoppé par Bakura. Oui, Bakura, vous ne rêvez pas, il est venu en aide à Yugi. Il lui donnera même l'œil du Millennium qu'il avait dérobé à Pegasus pour l'aider dans sa quête. Il lui promet même de lui léguer l'anneau lorsque celui-ci aura rassemblé les 6 autres objets millénaires. Bakura qui à ce moment-là nous montre un tout nouveau visage, celui d'un allié. Sauf que Bakura, on le connaît, il est pas clair. Et il a surtout besoin que Yugi ouvre les portes du royaume des ombres pour lui, afin qu'il puisse accomplir son sombre projet. Bakura qui dans cet arc sera le principal antagoniste. Lui que nous voyons depuis le tout début du manga, sera finalement le tout dernier ennemi. Bakura est vraiment un personnage incroyable et si je devais faire un top 10 des plus grands méchants dans l'histoire des mangas, bien entendu que Bakura aurait sa place dans ce top 10. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse une vidéo de ce genre sur les 10 meilleurs méchants dans les mangas et les animés en général. Enfin bref, si j'en fais un, c'est sûr que Bakura, je vais le foutre dedans. D'ailleurs les amis, j'ai fait une vidéo l'histoire de Bakura, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait les amis, je l'ai sorti il y a un peu plus d'1 an déjà, putain. Et voilà, si vous voulez savoir l'histoire complète de ce personnage de fou qui est Bakura. Enfin bref, le lendemain, Yugi se rendra au musée de Domino présenter ses 3 cartes de dieux égyptiens face à la stèle en pierre. Néanmoins, suite à ça, l'esprit du pharaon sera transporté plus de 3000 ans dans le passé. Le voilà revenu à son époque, dans le monde de sa mémoire, au temps où il était un puissant pharaon. Yugi, Jonouchi, Honda et Anzu réussiront également à se rendre dans ce monde grâce à l'aide de Bobassa et de sa balance millénaire. Et en gros, dans ce monde, une grande menace plane. Bakura, a.k.a. le roi des voleurs, il fout le bordel et souhaite se venger du pharaon et de son entourage pour ce qu'ils lui ont fait subir à lui et son village. En gros, le pharaon de l'époque qui s'appelait Aknam Kanon, qui est le père du coup de Yami Yugi, il a fait créer les 7 objets millénaires pour pouvoir se protéger des forces ennemies et en gros avoir plus de puissance. Sauf qu'il faut savoir que la création de ces objets a nécessité de nombreux sacrifices de vie humaine. Les troupes du pharaon ont donc terrassé tout un village, donc le village de Kul Elna, pour créer ces objets millénaires. Et c'est donc pour ça que tous les objets du Millennium cachent en eux une part d'ombre, puisqu'ils ont été conçus à la suite d'un génocide et de magie noire. Et là, toute l'histoire du manga commence à prendre sens. C'était la destinée du pharaon depuis le début d'affronter des ennemis qui portaient un objet du Millennium justement, que ce soit Pegasus, Marek et maintenant Bakura. Bref, néanmoins dans toute cette tuerie,
lors du génocide du village de Kulelna, un enfant a survécu, une seule personne a survécu. C'est Bakura, qui à ce moment-là était un enfant, et qui a vu tout ce massacre devant ses yeux. Et dès qu'on voit ça, en fait, dès qu'on apprend ça, on se dit « Oh putain, et si depuis le début, on nous mentait? Et si depuis le début, on n'était pas dans le bon camp, dans le bon côté? Et si finalement, c'était Bakura le vrai gentil de cette histoire? Ou tout simplement, est-ce qu'il y a des gentils dans l'histoire même ?» On le sait, Yu-Gi-Oh! C'est tout sauf manichéen. Mais là, ce côté-là, il est encore plus flou. Et c'est génial, oui! Bakura qui a vu toute sa famille, tout son village, brûler sous ses yeux. Ce gamin a tout perdu, donc au final, on peut se mettre à sa place et entre guillemets comprendre ses agissements. Mais bon, finalement, on apprendra que Aknam Canon n'était pas au courant de ces massacres et que c'est son frère Akunadin qui en a pris la responsabilité. Et en vrai, Akunadin, il est pas clair du tout et il cache quelque chose. Mais on verra ça plus tard. Akunadin, le frère de l'ancien pharaon qui a pour objectif de faire de son fils Seto le nouveau pharaon. Et pour cela, il veut que son fils obtienne une puissance plus grande que celle du pharaon actuel, donc de Yami Yugi. Et oui, le prince Seto, parlons-en un petit peu les amis. Lui, un des 6 gardiens du pharaon, qui a en sa possession la baguette du millénium. C'est donc lui qui est représenté sur la stèle en pierre qui est exposée dans le musée de Domino. Stèle en pierre où on le voit faire face au pharaon. Et cette stèle en pierre, les amis, parlons-en un petit peu vite fait. Parce que quand on la regarde depuis le début de l'arc Batailleville, on a l'impression d'un simple affrontement entre le pharaon et le prince Seto. Mais en réalité, à la fin de l'arc, l'idée et le message qu'on peut se faire de cette stèle va être totalement différent. Retenez bien ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est un truc de ouf. Bref, le prince Seto, qui est le cousin du pharaon, a exactement le même caractère que Seto Kaiba. Ça veut dire qu'au premier abord, tu te dis que c'est un gros connard, mais qu'en fait c'est quelqu'un très sensible avec un grand cœur. Et le développement qu'aura ce personnage, donc le prince Seto, je le trouve personnellement juste magnifique. Oui, lui, qui un jour était à la recherche de Bakura dans un village, va tomber sur une certaine Kisara, une jeune fille maltraitée car différente, elle qui a une peau très blanche et des yeux très bleus. Seto viendra à son secours et sentira en elle un puissant K. Car oui les amis, on n'en a pas encore parlé, mais chaque humain possède en lui une âme immortelle qui s'appelle le Ba. Et le K représente en gros le reflet de cette âme, et peut être soit un bon esprit ou bien un démon. Et à cette époque, en gros, les humains se faisaient juger, et les mauvais esprits faisaient apparaître par exemple des K, qui se faisaient par la suite enfermer dans des stèles en pierre. C'est donc là le tout début de l'origine du jeu de cartes Magic & Wizard. Car oui, tous les monstres que nous voyons dans le jeu de cartes sont en réalité des K, donc des esprits plus ou moins. En gros c'est plus ou moins ça, j'espère que vous avez capté le délire. Bref, revenons à cette jeune fille aux yeux bleus. Le prince Seto la ramènera au palais pour qu'elle se fasse soigner. Néanmoins, il se fera chétaniser par son père, qui lui dira, en gros, cette fille, elle possède un K surpuissant en elle. Il faut donc lui faire peur, la faire souffrir, pour que son K se développe et devienne plus puissant. Comme ça, tu pourras avoir plus de puissance que le pharaon et ainsi prendre sa place. Finalement, alors que celle-ci était sur le point de se faire tuer, le prince Seto, qui n'est pas comme son père, viendra sauver la jeune fille. Mais celui-ci, en la sauvant, se mettra en danger et apparaîtra alors le K de Kisara, un sublime dragon blanc aux yeux bleus. Le dragon blanc aux yeux bleus qui sera un protecteur pour le prince Seto. Suite à ça, Kisara et Seto vont entre guillemets fortement s'attacher l'un à l'autre, puisque Kisara voit en Seto un sauveur, quelqu'un de gentil, et Seto a un petit crush avec elle, on va pas se mytho, il la kiffe, il la trouve mignonne, et ça se voit. Bref, pendant ce temps-là, Yugi, Anzu, Jonoichi et Honda vont réussir à retrouver le pharaon, qui était en pleine bataille contre Bakura. Et petite parenthèse, ce combat déborde de flots et d'épiques. Oui, voir le pharaon sur son cheval qui va invoquer des dieux égyptiens pour terrasser Bakura, mais c'est juste fou. Bref, nos héros vont réussir à aider le pharaon et celui-ci pourra ainsi tuer Bakura. Néanmoins, apparaîtra alors Zork Necrophedius, en gros le mauvais esprit de Akunadin, et ce dernier va remonter le temps. Et suite à ça, ça va être la merde. Bakura va réussir à vaincre le pharaon et lui voler son puzzle millénaire. Il a désormais plusieurs objets millénaires en sa possession. Et là, tu sens que ça sent la tempête. Lui qui avant de dérober le puzzle avait dérobé l'anneau à Mahad,
un des 6 gardiens du pharaon, mort au combat contre Bakura. Et Mahad a fusionné avec son Ka et est désormais le magicien des ténèbres et se promet de protéger le pharaon pour l'éternité. Le magicien des ténèbres qui depuis plus de 3000 ans veille sur le pharaon. Et le fait que 3000 ans plus tard, Yugi est ce magicien, dans son jeu représente tout un symbole. Le destin fait bien les choses. Et puis, une fois qu'on a appris que le magicien des ténèbres était en réalité Mahad, donc le plus fidèle allié du pharaon, depuis l'époque, il y a 3000 ans, quand tu te refais le manga et à chaque fois que Yugi va invoquer ce monstre, bah ça va te faire quelque chose. Et tu comprendras vraiment le lien qu'il peut exister entre Yugi et cette carte, ce côté protecteur, et en fait on ressent vraiment que le magicien des ténèbres c'est un peu un protecteur pour Yugi. Mais tout ça s'explique par le fait que ce soit en réalité un de ses serviteurs il y a plus de 3000 ans. Mais c'est trop stylé bordel. Oui. Bref, le pharaon remis de ses blessures réussira à retrouver Bakura pour lui éclater sa grande gueule, et sera rejoint dans son combat par tous les gardiens. Néanmoins, pendant ce combat, un événement paranormal aura lieu. Le temps va s'arrêter et Bakura se changera en sable. Car oui, tout ce qui se passe dans ce monde depuis le début est en réalité un jeu des ombres, un jeu de plateau qui a lieu entre Yami Yugi et Bakura dans une pièce secrète du musée de Domino. Cette scène vient donc renouer avec le tout début du manga où Yami Yugi et Bakura avaient déjà livré un combat sur jeu de plateau de ce genre. C'est donc un petit match retour, enfin plutôt un gros match retour. Cette fois, les deux utilisent comme aire de jeu une maquette qui reproduit une ville de l'Égypte antique. Et Yugi, Anzu, Jonoichi et Honda ont leur âme prisonnier dans ce jeu. Bref, pour que tout soit plus clair, disons que Bakura et Yugi s'affrontent sur un jeu de plateau qui représente l'Égypte d'il y a 3000 ans. Et Yami Yugi en gros se sert de la carte Pharaon. Et Bakura lui utilise la carte du roi des voleurs et du prêtre Akunadin. Il les contrôle. Chaque joueur en gros dispose d'un tas de cartes vierges et le joueur devra puiser dans sa mémoire pour faire apparaître l'image du personnage ou de l'objet sur la carte vierge. Par exemple, le pharaon peut penser à l'image de l'un de ses prêtres pour le faire apparaître sur la carte et ensuite le faire attaquer. Toutefois, si le niveau du personnage se retrouve à 0, le personnage meurt dans l'univers du jeu. Et si le joueur, donc Yami Yugi ou Bakura, ne donne aucune indication, les personnages vont agir comme ils avaient agi à l'époque, il y a 3000 ans. J'espère que c'est assez clair, c'est vrai que c'est un petit peu flou, mais ça reste très stylé quand même. Enfin, bref, le prêtre Akunadin réussira à placer les 7 objets millénaires dans la stèle de pierre et fera apparaître Zork Necrophedius. Et là, c'est la merde. Et le seul moyen pour mettre fin à tout ce bordel est donc de retrouver le véritable nom du pharaon. Nos héros se rendront donc au tombeau du pharaon et devront faire face à Bakura. Un duel va alors éclater entre Yugi et Bakura. Duel symbolique qui montrera à quel point le personnage de Yugi a grandi et surtout évolué. Yugi qui laissait toujours la place à son double lors des duels. Il a beaucoup appris auprès de lui et est désormais devenu un très grand duelliste. Il se bat d'ailleurs comme un grand avec son propre deck. Il terrassera ainsi Bakura grâce à sa carte magicien silencieux de niveau 7. Nos héros iront ensuite retrouver le pharaon qui se battait contre Zork Necrophedius et feront apparaître son nom sur le pendentif de ce dernier, pendentif que Anzu avait offert au pharaon avant que celui-ci ne montre les cartes de dieux égyptiens face à la stèle au musée de Domino. Le vrai nom du pharaon est Atem. Avoir retrouvé son nom permettra au pharaon de faire fusionner les 3 dieux égyptiens et faire apparaître Olakti qui terrassera Zork de sa lumière. La paix est revenue dans ce monde et nos héros pourront ainsi rentrer chez eux, à l'exception de Atem, qui a encore une mission à accomplir, et celui-ci ira alors voir le prince Seto. Seto qui était possédé par l'esprit maléfique de son père. Néanmoins, les ténèbres dans le cœur de Seto disparaîtront grâce à la lumière de l'esprit de Kisara, le dragon blanc aux yeux bleus. Dragon blanc qui veillera sur Seto ainsi que sur ses descendants pour l'éternité. Donc encore une fois, quand on voit Seto Kaiba 3000 ans plus tard invoquer le dragon blanc aux yeux bleus, ça va prendre sens. Pourquoi il est autant attaché à cette carte, comme s'il était vraiment amoureux
du dragon blanc aux yeux bleus. Oui, c'est chelou quand je dis ça, mais il faut savoir qu'il y a 3000 ans, le prince Seto était amoureux de Kisara. Donc c'est un amour qui s'est perpétué pendant plus de 3000 ans si on part du principe que Seto Kaiba est la réincarnation du prince Seto. Ce que je pense vraiment. Le dragon blanc aux yeux bleus et Seto ont donc un amour éternel qui a traversé les siècles et les générations. Bordel, c'est beau! Oui! Suite à ça, Atem, le pharaon, en train de disparaître, donnera son puzzle millénaire à Seto et lui demandera de prendre sa place en tant que nouveau pharaon. Et là, les amis, là, la stèle en pierre qu'on voit au musée de Domino, qui représente un affrontement entre Seto et Atem, et ben on se rend compte que finalement il ne s'agit pas du tout d'un affrontement. On peut voir cette stèle différemment, on peut voir cette stèle en fait comme, enfin ce qui est représenté comme plutôt pas un affrontement mais un passage de flambeau. On a le sentiment d'y voir une passation de pouvoir maintenant en fait, pas du tout un affrontement entre les deux. Et bordel, qu'est-ce que c'est symbolique, qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, les frissons, j'adore. Bref... L'esprit de Atem est revenu, Bakura est vaincu et tout est bien qui finit bien. Néanmoins, il reste encore une quête à accomplir, la dernière quête. Nos héros se rendront donc un mois plus tard en Égypte y retrouver Shizu, Odion et Marek, qui les guideront vers le tombeau du pharaon. Pharaon qui, pour voir son esprit libéré, devra livrer un combat contre son double, Yugi. Si Atem gagne, il sera condamné à rester dans ce monde, mais s'il perd, il pourra alors voir son esprit enfin libéré. Le duel le plus mémorable et le plus stylé de tout Yu-Gi-Oh! Duel Monster va alors éclater entre d'un côté Atem et de l'autre Yugi. Et préparez votre petite boîte de mouchoirs car les larmes vont couler. C'est triste. Un combat déchirant et symbolique, dans lequel Yugi montrera toute sa fougue, toute sa force. Face à ça, le pharaon, et nous aussi d'ailleurs, on aura le sentiment que Yugi a vraiment grandi. Atem doit donc se dire qu'il pourra partir l'esprit libre, l'esprit en paix, car au final, Yugi montre qu'il n'a plus besoin de lui. Car oui, Atem finalement est une version adulte de Yugi. Mais maintenant que Yugi semble être un adulte, pourquoi Atem resterait dans ce monde? La métaphore du passage à l'âge adulte dans ce combat est d'ailleurs montrée, je trouve, c'est un cas ressenti, avec les monstres magiciens silencieux de Yugi, qui vont cesser d'évoluer en fait, comme Yugi au cours du manga, ça veut dire le magicien silencieux de niveau 3, donc le premier qui semble faible et candide, et le dernier magicien silencieux semble être lui un guerrier surpuissant, à l'image de notre héros qui a évolué. De plus, lors de ce combat, Yugi utilisera la carte sarcophage doré, qui est un symbole de la rencontre entre Atem et Yugi finalement, puisque le sarcophage doré représente la boîte du puzzle du Millennium. Et au cours de ce combat, il y cachera à l'intérieur la carte Monster Reborn. Et d'ailleurs, grâce à ça, il contrecarrera la stratégie de Atem et finira par le vaincre. Et le symbole derrière cette carte Monster Reborn qui se cache dans la boîte du sarcophage doré symbolise énormément de choses en fait. Elle montre donc le sarcophage doré qui représente le lien entre Atem et Yugi avec une carte Monster Reborn dedans, montre en fait que les morts n'ont pas leur place dans ce monde. Il est donc temps pour Atem de retourner dans l'au-delà et trouver le repos auprès des siens après un duel plus que déchirant. Je vous le jure, j'ai chialé à la fin de Yu-Gi-Oh! Quand j'étais petit. Oh, quand j'avais vu ça à l'époque, j'étais pas bien, je vous le dis les amis. Même encore aujourd'hui, quand je revois ces cases-là, ah, ça me brise le cœur, ah, c'est chiant, oh. En tout cas les amis, cet arc était vraiment fou, rempli d'épiques, rempli de symboliques. Les personnages au final que nous connaissons dans le présent peuvent donc être vus comme des réincarnations de ceux de l'ancien temps. Seto Kaiba qui est protégé par le dragon blanc aux yeux bleus, comme si c'était la réincarnation du prince Seto et que l'amour entre Kisara et le prince Seto s'est poursuivi pendant des milliers et des milliers d'années. Pareil pour Yugi qui est la réincarnation de Atem et que le magicien des ténèbres protège. Ou encore le grand-père de Yugi qui semble être la réincarnation de Simon, le grand-père de Atem. Bah, ils ont la même gueule, etc. Donc ce qui montre vraiment que Yugi est la réincarnation de Atem. Oui, c'est pas qu'une théorie, je pense que c'est la vérité, et d'ailleurs ça a entraîné plein de théories. D'ailleurs j'ai fait une vidéo théorie Yu-Gi-Oh les amis sur 6 théories autour de l'univers Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à aller la voir. Et suite à la fin de cet arc, quand on va relire le manga, on s'en fait donc une deuxième lecture beaucoup plus profonde, et on se rend compte que rien n'arrive au hasard.
Ce qui permet donc de placer Yu-Gi-Oh au panthéon des shonen. Oui, je n'ai pas peur des mots, c'est Yu-Gi-Oh est un des plus grands shonen de tous les temps. Je parle du manga, hein, pas de l'animé, parce que l'animé ils ont dénaturé plein de trucs, etc. Mais le manga en tant que tel, les 38 tomes comme ça, c'est un des plus grands shonen de tous les temps et j'ai pas peur des mots les amis, je vous le jure. Oui, même si au final, personnellement, Duel Monster est loin d'être ma série Yu-Gi-Oh favorite. Personnellement, je préfère Arc 5, 5Ds ou Vrains, mais ça n'empêche pas que Yu-Gi-Oh les 38 tomes comme ça, c'est un des plus grands shonen du monde, je vous le dis les amis. Si vous n'avez vu que l'animé et pas lu le manga, lisez le manga, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir les amis, je le dis depuis des années, c'est un putain de manga, un putain de chef-d'œuvre, je vous le dis bordel. Oui. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet arc. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Et bien évidemment plein d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh qui vont arriver. Donc restez branchés. En tout cas les amis, d'ici là, surtout prenez soin de vous. Nous on se retrouve très vite. À bientôt. Salut!